Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé ce matin, nous allons revenir sur la présidentielle américaine, l'élection du 45e président, le républicain Donald Trump. Notre invité ce matin, l'économiste William Savary. William qui a vécu aux États-Unis pendant plusieurs décennies, disons pendant 40 ans. 40 ans. Il connaît la politique américaine plus ou moins et il a beaucoup d'expérience en la matière. Il a même assisté à plusieurs élections de présidents américains. Donc on va revenir. Mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe à travers cette présidentielle, c'est le discours, les promesses tenues par Donald Trump. William Savary, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Donc, et aussi bien sûr de partager les expériences et le savoir avec l'audience de l'éditoire de Métropole. Est-ce que William Savary était surpris de l'élection en passant, ou de quel côté, ou de quelle tendance, républicaine ou démocrate? Indépendant. Indépendant. Absolument. Ok, son droit, même si que politiquement, on peut dire tout. Non, je suis un indépendant. Ok. Aussi ou indépendant? Alors, il faut définir ce que ça veut dire être indépendant. Parce que être un indépendant, parce que si on choisit pour un démocrate aux États-Unis, ça veut dire que tu fais partie de l'équipe qui veut faire la promulgation de l'État-providence, de l'État bon papa, de l'État qui va s'occuper d'un État interventionniste. L'État paternaliste. Interventionniste qui pourra, par exemple, une politique fiscale qui est favorable pour la création des impôts et les stimulus pour que le gouvernement s'implique dans le développement économique. Quand tu dis que tu es un républicain aux États-Unis, ça veut dire que tu n'acceptes pas l'intervention de l'État. Ou tu aimerais que l'État vienne vraiment un État totalement libéral, côté que c'est le marché qui détermine les décisions qui sont prises, que c'est ces marchés qui déterminent qui ça va investir et aussi qui industrie qui va survivre. Maintenant, quand tu es un indépendant, tu as vraiment, ce qui t'intéresse, c'est la réduction des inégalités et la justice sociale. Ok. Et William Savary, est-ce que selon vous-même, nous constater en fait, l'attitude versatile, en quelque sorte, de Donald Trump, qui, je dis, républicain, mais avant, était démocrate, je dis que M. était une sorte de danse que M. a fait d'un parti à un autre, et ceci de temps en temps. Est-ce que vous avez l'impression que monsieur, qui d'abord, pendant la campagne, était dos à dos avec un pile grand ténor du parti républicain, qui carrément, clairement et sans équivoque, prend distance par rapport à monsieur, notamment pour discours, et discours, il a même dit xénophobe, discours volatile et autres. Est-ce que vous croyez que monsieur pral épouser la cause des républicains? Jean-Claude se présenter la vocation des républicains. Bon, oui, ça c'est sans équivoque. Il est obligé. Non, c'est ce qu'il représente. Parce qu'un aspect important dans le discours républicain, c'est la réduction drastique des impôts. Et M. dit ça clairement dans son discours à Gettysburg, que d'anticiper, réduire les impôts aux États-Unis de façon dramatique. Par exemple, sur les individus, d'anticiper réduire l'impôt individu de 35% du niveau actuel. Et pour les entreprises, de compter deux avantages vraiment inouïs. Le premier avantage, c'est que l'on va réduire, ça aurait les taxes sur les entreprises, mais l'on va venir avec un bail qui est nouveau que personne aux États-Unis n'a jamais fait. Monsieur dit qu'aux États-Unis aujourd'hui, en pile les grandes entreprises américaines, en pile là-dedans, il n'y a pas domicilié aux États-Unis. Domiciliant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quartier général enregistré dans pays étranger.
Par exemple, c'est Bahamas, dans les centres financiers, il y a l'île Saint-Georges, il y a Cayman Island, il y a Panama. Côté que les entreprises américaines, les grandes entreprises américaines, plusieurs des grandes entreprises américaines sont domiciliées offshore. Maintenant, ces entreprises, lorsque les profits sur les activités, les profits nets qui doivent s'accumuler sur les fonds propres de la compagnie, ils ne pas retourner avec eux aux États-Unis, ils ont quitté au dehors. Ce qui veut dire, au dehors des États-Unis, il y a une masse, plus que 350 milliards de dollars qui est accumulé dans les comptes des banques étrangères. Et ils ne pas rentrer avec les aux États-Unis, parce que si vous venez avec les aux États-Unis, l'impôt à payer pour lui, c'est 40%. Monsieur déclare que d'une part, là, pour réduire taxes sur l'argent que la compagnie a fait aux États-Unis. Mais tout l'argent qui est entré, sorti dehors, entré aux États-Unis, impôt comme ça est 10%. Ouais. Ce qui veut dire, monsieur, pour encourager un rapatriement de capitaux massifs. Donc là, vous êtes en bas nos moyens politiques, monsieur. Mais le personnage en tant que tel, Donald Trump fait un peu le monde peur. Il a cœur sauté. Avant d'entrer dans causer avec discours, monsieur, les promesses qu'il a faites, en actualiser question avec réaction qui est enregistrée après que monsieur finit élu. Par exemple, les anti-Trump qui manifestaient plusieurs côtés aux États-Unis hier. Comme on connaît l'histoire bien, est-ce que ça arrivait déjà que il y a des manifestations qui fait après l'élection d'un candidat? Bon, on a gagné après Gore. Oui, bon, Gore un peu récent. Oui, mais non, mais c'est là que je suis arrivé à Gore, mais je n'ai pas mémoire à mes mémoires que tu as gagné une manifestation aussi virulente contre un président élu. Maintenant, il faut rendre compte que Trump représente un bagage qui est vraiment un peu de monde pas maîtrisé aux États-Unis. Un peu de politiciens surtout. Et ceci est la même chose en Haïti. Ou bien ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Aux États-Unis, il y a 135 millions de gens qui travaillent dans les mines, dans les fermes, qui n'ont jamais obtenu d'augmentation de salaire depuis 35 ans. Et qui ont vu la chute de leur pouvoir d'achat. Qui voient que le standard de vie descend. Qui voient que même leur longévité a décru. Ce qui veut dire il y a et ce sont des gens, c'est eux-mêmes que l'immigration menacée. C'est eux-mêmes alors que eux sentent menacés par l'immigration. C'est eux-mêmes qui sentent que le système les a abandonnés. C'est eux-mêmes qui sentent par exemple la globalisation les a affectés. Mais la globalisation les a affectés, mais ils ont gardé seulement bénéfice. Ça qu'ils ont perdu, mais ils n'ont pas gardé ça américain gagné. Parce que c'est ça qui a affecté eux personnellement et dans l'immédiat. Donc, il y a toute cette majorité, c'est cette majorité qui a reçu le discours de Trump. Mais parallèlement à ce discours, les États-Unis sont... Là, on parlait de discours de campagne. Oui. Maintenant, parallèlement à ça, tu as un groupe de jeunes aux États-Unis, c'est eux-mêmes qui étaient fait Occupy Wall Street, ce sont des gens qui commencent à se radicaliser, qui commencent à avoir une conscience sociale et qui commencent à se poser des questions sur la validité du modèle économique adopté à travers le monde, qui est le néolibéralisme. Imposé par la Banque mondiale, Fonds monétaire international, la Banque européenne, la Banque centrale européenne et autres organismes de ces envergures. Donc, et si vous regardez un pile des fois, côté que autorités ça ont rencontré, ou organismes ça ont rencontré, il y a un pile de manifestations qui sont contre eux-mêmes. Par exemple, il y a Seattle, à Washington, qui a des manifestations virulentes contre eux. Il y a des rencontres qui ont eu lieu en France, qui ont pile de manifestations contre eux-mêmes. Donc, c'est la jeunesse commence si tu veux, à prendre conscience. C'est comme une reproduction des années 68 en France. Ouais. Maintenant, c'est cette jeunesse qui est mécontente du discours, qui n'accepte pas le discours de Trump, parce qu'ils sont même plus universitaires. Donc ça, on va parler de manifestants. Des manifestants. Non, mais avant de sur manifestants, évidemment, c'est la question, mon gros chiffre sont avancé là. Vous dites que gagner 135 millions d'Américains qui se sentent menacés par migration. Les impôts, les impôts élevés. Qui se sentent menacés par la fuite des emplois. On dit qu'il y a 30 ans,
Il y a travail, depuis il n'y a pas jamais une augmentation. Augmentation, si tu veux, l'on dit augmentation de salaire, il faut regarder, c'est vraiment le taux de l'augmentation qu'il faut contempler. Parce que chaque fois qu'on parle d'augmentation en finance ou bien en économie, c'est toujours le taux qu'il faut adresser. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une augmentation de salaire. Mais si le taux du pouvoir d'achat ne correspond pas au taux d'inflation, c'est comme ça que je ok. Alors, même parce que c'est comme si nous n'avions pas gagné. Non, c'est jamais absolu. C'est jamais absolu. Toujours relatif. Ok. Et depuis 30 ans, environ 135 millions, et ils ont estimé à environ 300 millions la population américaine. On est près de 50% de la population. Ok. Donc ça veut dire 50%, tu as au moins 30% de l'électorat. Ok. Donc ça veut dire que c'est cette majorité silencieuse qui a décidé d'embarquer dans la question. Mais comment expliquer tout? Comment expliquer, malgré que c'est à monde ça, il fait que tout le monde qui participe à l'élection est tellement bas que son bagage est pratiquement historique. Bon, écoute, là aussi c'est relatif. Mabdou, si par exemple, on gagne une population de 350 millions de monde, ok? Donc tu prends 50% de la population représenterait 150 millions qui représenterait ton électorat. Okay? Mais de ces 150 millions, si tu as sous-marginalisé 50% là-dedans, ça vaut 75 millions de monde qu'on marginalisé. Okay? Maintenant, si tu as 75 millions, et eux-mêmes, ils ne vont pas voter encore. Donc, on a un taux de participation aux États-Unis dans les élections entre 30 millions et 60 millions. C'est ça qu'on gagne. Maintenant, là, par exemple, on est là, on a un taux de participation, disons, de 30 millions. Et puis, 75 millions côté marginalisés, ils viennent participer. Ils viennent de majorité. Okay? Et même si que là, en dedans, il y a 40% qui viennent participer, et pour déjà siphonner de 30% participer en 20-30%, tu as la majorité. Parce que carte électorale américaine, c'est comme ça le bâti. Et ces gens, ils sont situés dans les zones rurales des États-Unis. Et c'est là vraiment que misère que je parle là, côté que les gens se sentent menacés. Non seulement la misère, mais la crainte, la frayeur, l'arrivée de la xénophobie. Tout ceci rentre. C'est dans les zones rurales des États-Unis que l'expérience a fait. Si vous nous parlez de question xénophobie, il y a des gens qui, avec l'élection de Donald Trump, il y a une porte qui est ouverte pour que l'organisation, par contre, qui est peut-être met avec lui, organisation que aurait les KKK, Ku Klux Klan, pour le permettre que les refaire surface. Donc, et il y a des gens qui disent qu'il était toujours là. Il était toujours là. Pendant la campagne, ils ont montré des photos de parents de Donald Trump avec uniforme KKK. Alors, par contre, rapidement, pour nous définir pour les gens qui ont suivi, KKK, c'était une organisation qui était surtout chasser les Noirs. C'est une organisation, d'une part, une organisation chrétienne. D'abord, qui veut préserver la tradition judéo-chrétienne de l'Amérique. Oui, premièrement. Maintenant, judéo-chrétienne de l'Amérique, ça veut dire qu'ils ont attaqué qui ils ont attaqué? Ils ont attaqué tous les gens qu'ils perçoivent comme n'étant pas blancs et comme n'étant pas chrétiens. Donc, ni juifs, ni américains noirs là-dedans, ni espagnols là-dedans, ni chinois là-dedans. Parce que ce n'est pas seulement les américains noirs qu'ils ont lynchés, parce que leur façon, leur châtiment qui ont été imposé, ou bien mis en pratique, c'est la pendaison. Et puis aussi le sacrifice sur une croix. Et puis aussi l'immolation. Donc, ce qui veut dire, c'est vraiment ça, symbole cruel, si tu veux, c'est ça que tout le monde gagne. Mais plus fondamentalement, il faut regarder qu'aujourd'hui, à travers le monde, nous sommes en train de vivre un virement à droite. Fondamentalement. En France, il y a Marine Le Pen qui représentait actuellement 23% de l'électorat, qui est l'extrême droite de la France. Ou gagné en Australie, l'extrême droite a pris le pouvoir. Ou gagné en Italie, tu as encore l'extrême droite. Ou gagné en Allemagne, Merkel pas quelqu'un de l'extrême droite, mais quelqu'un qui vacille entre les politiques qui favorisent la droite et les intérêts de l'Allemagne. Okay. Ou gagner un mouvement qui fait en Russie aujourd'hui avec Poutine. Côté Poutine récemment font une déclaration qui vraiment, je ne sais pas que la presse parlait de lui, mais son déclaration qui ont porté
dangereuse. Monsieur déclare que le seul pays au monde à préserver aujourd'hui les valeurs judéo-chrétiennes à travers l'Église chrétienne de Byzantin, de l'Est, de la Russie, c'est la Russie. Pourquoi? Il n'y a pas gagné aucun dérive dans les mœurs sociaux. Okay? Et c'est dans le cadre que le mariage des homosexuels que M. a fait déclaration ça. Ça veut dire que M. Ouettetio, la droite, la politique de la droite, embrasse la religion pour vendre à l'électorat une réflexion qui est la suivante. Nous avons préservé la tradition judéo-chrétienne. Pour nous préserver, il faut nous protéger les mœurs. Et pour nous préserver, il faut nous capables de conquérir le pouvoir. Et d'où la réflexion qui t'amène à Trump. Donc le virement à droite que tu vois. Est-ce que c'est ça qui explique? Parce que ces deux hommes, apparemment, d'ailleurs, ça a été un élément de la campagne électorale. On a l'impression que c'est deux mondes qui sont très proches. Poutine et Trump. Mais ils peuvent ne pas être proches au point de vue. Au point de vue idéologie. Mais stratégiquement, ils ont les mêmes intérêts. Tous les deux veulent bâtir de grandes nations. Bon, maintenant, on a les sous-questions. Et bien ensuite, pas oublier que l'Angleterre a un virement à droite qui fait en Angleterre depuis Margaret Thatcher. Ouais. Donc, c'est une tendance qui continue et qui prend de l'ampleur maintenant. Ok, vous faites allusion à Le Pen, 23% en France. Par contre, à quel pourcentage vous estimez population ou bien membres KKK? Est-ce que, ou tu as dit nous, avec l'avènement de Trump au pouvoir, tu as une possibilité pour que cette organisation t'a enregistré comme parti politique aux États-Unis? Il est déjà enregistré comme parti politique aux États-Unis. David Duke, qui est le président du KKK, je t'ai présenté comme candidat à la présidence. Ça existe déjà. Ça veut dire, où gagner aux États-Unis les éléments de base qui sont capables de faire que s'établisse aux États-Unis un État fasciste. Ou bien tout élément ça aux États-Unis. Qu'il y a question, c'est Moun qui a fait. C'est Moun qui a fait. Non, mais là encore, est-ce qu'on passe sur la bonne voie? Simplement imaginer que des gens qui votaient Trump, par exemple, retrouvaient dans l'idéologie ou dans la doctrine, surtout, de l'extrême droite. Absolument. Donc ça veut dire qu'on est capable, dans les prochaines années, gagner un président KKK et qui est capable de transformer les États-Unis en un autre type de nation. Et ce serait pour Périclès, le grand grec qui a fait l'éloge de la démocratie après la guerre de Pénépolis. M. a viré l'ancien crédit parce que ce qui dit les bastions de la démocratie sont menacés. Et ils sont menacés, c'est pas parce que... Non, mais là encore, est-ce qu'on a dit comme ça? Vous comprenez qu'ils ont dit comme ça? Parce que qui t'a dit, les mythes quand tu es président en France, que Marie Le Pen t'est arrivée côté de lui. C'est pour garder son processus qu'il y a. C'est émietté qu'il émietté. Oui. Non, mais c'est le monde apparemment qui a changé. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un virement à droite à travers le monde. À certains moments de la durée, c'était la guerre froide. Et la grande gauche. Et la grande gauche. Oui, le marxisme-léninisme. Le maoïsme. Et un pays tant qu'aux États-Unis était surtout investi dans l'espionnage, etc., pour contrebalancer ou encore pour gagner des informations. Mais je dis là, les États-Unis ou encore des pays occidentaux à qui ça fait face, c'est les organisations terroristes. Bon, maintenant, il faut. Moi, un petit genre plus cynique l'en servir avec mon terroriste. Je vais te dire pourquoi. Parce que, et ceci va peut-être me causer beaucoup de tort. Et des gens vont dire beaucoup de choses à mon égard, mais ça, c'est mon observation. Vous l'assumez? Je l'assume. À l'époque où les États-Unis se défendaient contre l'Angleterre pour prendre son indépendance, les rebelles américains, on les avait traités de terroristes. À l'époque où Haïti prenait son indépendance, se battait pour son indépendance, les marrons de la liberté, on les avait identifiés comme des terroristes. Lorsque les Vietnamiens se battaient contre les Américains, on les avait identifiés comme des terroristes. Lorsque les Français se battaient contre les Algériens, on les avait identifiés comme des... Et c'est la même chose pour le Vietnam. C'est-à-dire, la définition du terrorisme, il faut vraiment relativiser. Parce que il faut aussi tenir compte, regardez comment quelle relation américaine gagne avec les pays arabes pendant près d'un siècle. C'est Churchill qui a divisé le Moyen-Orient entre les pays et a tracé les frontières. C'est lui.
en collaboration bien sûr avec les autres puissances américaines. Et ce n'est pas juste pour justifier... Le terrorisme, absolument pas. J'essaie de comprendre parce qu'à l'intérieur de ceci, il y a des mécontentements. Parce qu'il faut être honnête et adresser les mécontentements. Aux États-Unis, les gens qui ont voté Trump, si Trump n'avait pas gagné, qu'est-ce que tu penses qu'ils auraient dit? Trump t'a dit que s'il n'a pas gagné l'élection, mon New prend la rue. Pabli, elle t'a dit ça. Est-ce que vous laissé à la presse lever campé et dit, monsieur, est-ce que le poil aller qu'on fait promotion terrorisme aux États-Unis? Ouais. Maintenant, il y a les gens qui sont anti-Trump qui sont dans les rues. Voilà, on a eu des élections démocratiques. Les résultats, on les a obtenus, on les a publiés. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas accepté les résultats. Mais quelle différence il y a entre ça et ça qui passe en Haïti? La différence, c'est que nous sommes capables de manifester autant de jours que vous voulez, mais ça a bon limite. Oui. Mais en Haïti, il est différent. Pas vraiment. Non, écoute-moi. Une manifestation reste une manifestation. Oui, mais en général. Un jour, qu'elle dirait 10 ans. Non, manifestation capable de porter, par exemple, décideur revenu sur une décision qu'on dépend. Mais vous pensez que manifestation qu'a faite là aux États-Unis, ça peut le faire, il retourner sous élection? Absolument pas. Absolument pas. Les manifestations en général, c'est vraiment un coup de colère. Oui. Un coup de colère pour démontrer qu'on n'est pas satisfait des résultats. Maintenant, si que les manifestations porteraient les leaders à avoir d'autres comportements. D'après Haïti, son pays qui a des manifestations tous les jours. Parce que lorsqu'on pays là, il y a 10 millions de monde et les inégalités sociales que tu as sont aussi profondes. Il ne faut pas sous-estimer potentiellement qui grain de mécontentement qui existe dans le pays. Donc, est-ce que, alors dernière question avant de clôturer la première partie de l'émission, est-ce que monde qui pour une société juste et équilibrée, ou bien pour un monde pas parfait, mais juste et équilibré, est-ce que, d'abord, est-ce que c'est possible? Ensuite, est-ce que tu as doué aujourd'hui là avec Trump président, est-ce que tu as dû gagner des inquiétudes? Bon. Premièrement, on nous dit qu'un monde équilibré, il faut d'abord commencer par la famille. Il faut d'abord que l'équilibre s'établit à la maison parce que c'est vraiment une nation, c'est quoi? C'est une collection de foyers, une collection de ménages. En Haïti, nous sommes 10 millions, mais nous ne représentons pas plus que 3 millions 500 000 foyers. Pas plus que ça. Ça veut dire gérer la nation haïtienne, c'est 3 500 000 foyers qu'on va gérer. Aux États-Unis, ils sont 350 millions. Donc, si tu prends à peu près 4 personnes par famille, okay, on va gérer à peu près 125, 140 millions de foyers. Mais aux États-Unis, ce que tu as, c'est qu'il y a le principe de la liberté qui est que tout le monde accepte et que tout le monde vit selon les principes de la démocratie comme défini chez eux. C'est-à-dire une démocratie qui a un renouvellement de la classe politique, qui a la liberté de voyager d'un point à un autre sans être harassé. C'est une démocratie qui te permet d'espérer que le lendemain sera meilleur. Donc, c'est vraiment, il y a tout ça dans la démocratie américaine. Donc, ça te permet de rêver à un avenir meilleur. Donc, tandis que, quand tu prends la façon dont la démocratie est définie chez eux et comment elle est définie chez nous, côté en Haïti, tu es vraiment à la frontière de l'anarchie. C'est ainsi que les gens comprennent un peu la démocratie chez nous. À la frontière, on dit? À la frontière. Vous pensez que nous va quitter la frontière là déjà? Il faut toujours relativiser. On propose là et puis on a tourné après avec question Trumpio et discours Trump là. Et je pense que peut-être ça va permettre que nous situions nous tout et où est qui genre horizon pour le dégager ou bien mais on a fait ça dans tout là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary, l'économiste, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est William Savary qui est avec nous ce matin. Et là, nous ne va pas parler de l'élection américaine, non seulement de l'élection Trump, non, nous allons parler de paquet de l'autre bagaille. Oui, non, c'est vraiment la connaissance transversale. C'est ça. On allait rapidement avec Donald Trump,
prononcé ce discours-là dans Gettysburg. Pour qui ça? Bon, Gettysburg sont très, très fameux aux États-Unis. C'est là que tu as une grande guerre entre le nord et le sud des Américains pendant la période de la guerre civile. C'est là que Abraham Lincoln prononce son discours très fameux. Un discours pas trop long de 3 minutes, de 5 minutes, moi je crois que lié. 4 paragraphes, côté que M. demandé pour tout le monde honorer la mémoire de ceux qui sont morts. Ce n'est pas pour la séparation des États-Unis, mais c'est pour l'unification des États-Unis. Ouais? C'est un lieu très symbolique dans l'histoire des États-Unis. Maintenant, il a choisi Gettysburg, selon moi, c'est parce qu'il comprend très bien que Jean Campagne aux États-Unis, c'est un pays indivisé, et entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ouais? Et c'est ça des have and they have not. Mais est-ce que le pas artisan de cette division amplifiée au moment de la campagne? Bon, il y a des gens qui le disent, mais il faut comprendre que l'on campagne présidentielle, il y a un discours électoral. Maintenant, si on est là, après avoir gagné les élections, les éléments du discours sont maintenus. Les Saoudiens, ce sont des éléments divisionnaires. Parce que jusqu'à présent, il fallait gagner les élections. Et c'était ça le but. Donc, avec ça, il a un discours. Donc, on y a un attente pour nous. Parce que, songez, il faut qu'on va qui arrive, en pile de la que je t'ai mentionné dans la campagne présidentielle, il aurait tiré déjà sur le site internet. Les qu'on y a allé cliquer sur eux, ils voient sur le inaugural. Donc, ça veut dire maintenant, il n'est plus un candidat, c'est un homme d'État. Comparativement, c'est différent d'être un président. Un homme d'État a une responsabilité envers la nation. Pas envers les gars qui ont voté pour lui ou bien ses amis. Et c'est là qu'on va voir la transcendance et aussi la transition du candidat en président élu et en homme d'État. OK. Maintenant, on retourne sur quelques points clés du discours de Trump. Bon, une clé pour un discours pour gagner, c'est M. Paris monte un mur pour séparer les États-Unis du Mexique. Alors, pour empêcher le flux migratoire. Mais M. Baye qui est important que M. dit, parce que ce n'est pas le premier mur que M. Si jamais tu as un mur séparé de nations, ce n'est pas la première fois que ça existe. Aujourd'hui, il y a un mur séparé Israël des territoires palestiniens, l'Arabie Saoudite a un mur séparé du Yémen, ou il y a un pile côté, il y a un mur qui sépare les nations. Oui, mais il y a tombé tout. Il y a tombé, mais les tombés, ce sont des moments de transition, d'un moment de mécontentement à une nouvelle chose. Parce que c'est ce qui en Allemagne de l'Est. Le mur de Berlin a échoué. C'est parce qu'il y avait l'aspiration à quelque chose de nouveau. Okay? Donc, la politique établie n'a pas pu contenir cette aspiration. Donc, il a éclaté le mur et le système a éclaté. Maintenant, le mur du Mexique est important parce que M. déclare que c'est le Mexicain qui l'a fait payer le mur. Maintenant, puis il dit qu'il parle comment le Mexique va payer le mur. Mais ce que je ne pas rendre compte, c'est qu'il y a 23 milliards de dollars en remittance qui quittent les États-Unis qui allent au Mexique chaque année. Monsieur qui doit imposer une taxe sur transfert ça pour le bâtiment. Donc, c'est là que M. va mesurer l'argent pour le financer? C'est une côté que moi qui est capable de faire. Okay? L'autre chose qui est capable de faire, il doit bien sûr taxer les entreprises américaines qui sont domiciliées au Mexique. Okay? Il doit faire comme ça. Ouais, donc, il y a différentes astuces, mais moi, je crois que l'astuce, ça, capable c'est lui-même, parce que s'il fait, il ne va pas affecter personne aux États-Unis, par une personne qui a compris. OK. Maintenant, ça va passer avec le pétrole, là, par exemple? Bon, le pétrole, c'est un combat qui est très important pour nous, parce que les États-Unis, jusqu'à il y a 2 ans, étaient devenus autosuffisants en production de pétrole. Ils étaient devenus autosuffisants, c'est parce que les États gagnaient avec l'avance de la technologie pour exploiter le sous-sol, ils arrivaient à atteindre côté que était difficile pour te retirer les ressources naturelles. Avec le schisme, je crois, que ça s'appelle. Okay? Quand il est là, ça vient arriver. Les pays arabes se sont rendus compte que les États-Unis pouvaient devenir autosuffisants, capables de mettre en pile pétrole et gaz sur le marché. Ils ont fait chuter le prix du pétrole. Mais il y a un monde qui dit que la chute du prix du pétrole a été orchestrée pour donner des problèmes à Maduro. Stratégiquement aussi, il y a cette manipulation qui peut être argumentée. Mais les États-Unis, quand il y a M. déclaré, lorsque le pétrole a chuté,
monsieur déclaré que les gars qui faisaient l'exploitation du pétrole aux États-Unis ont subi des pertes énormes. Parce que songez pour faire exploitation, il y a une pile de dettes qui contractées. Bon, les gens ne peuvent pas exploiter, ils ne peuvent pas payer des dettes, et ils menacent le système bancaire là. Donc, il y a une chaîne d'événements qui est capable de briver. Donc, monsieur déclare qu'on y a, il peut bas monsieur Sao des avantages fiscaux pour encourager ou recommencer l'exploitation. L'autre chose qui est important, c'est que entre Canada et les États-Unis, il est supposé bâtir un pipeline qui pour retirer le pétrole de un point de la mer à un autre point. Mais monsieur Obama était contre construction pipeline ça. Monsieur déclaré lui-même l'a venu avec lui. Okay? Ce qui veut dire que tu vas avoir de nouveaux acteurs dans l'exploitation du pétrole qui peut ou augmenter la production et peut-être maintenir les prix là où ils sont et peut-être permettre à ce que les gars qui sont dans l'exploitation du pétrole aux États-Unis retrouvent une base où, à partir de laquelle ils sont capables de commencer à gagner profit. Okay? Non, alors, je dis aux auditeurs qui ont une question pour moi. Et nous avons regardé si nous avons retourné sur quelques questions que vous posez, mais je dis aux auditeurs, je chance de poser 2-3 questions moi-même, pour poser 2-3 questions avant que je me donne compte de Payoa. Alors, je vais vous avec vous, et c'est par exemple relation taux de change, intérêt, et croissance économique aux États-Unis. Ok. Maintenant, si vous regardez, Trump Gomba que le fait qui vraiment une série d'étapes que l'est anticipé. Monsieur dit qu'il pourrait poser des points de mesures fiscales qui pourraient permettre la rapatriation des dollars accumulés à l'extérieur des États-Unis. Et dans sa pensée, ces capitaux rentrent aux États-Unis, il pourrait gagner des capitaux nouveaux pour investir aux États-Unis. C'est-à-dire, avec ça, il pourrait permettre que gagner augmentation, d'une part, d'emploi, parce qu'il y a plus d'investissement. Vous pouvez songer, la création d'emplois est toujours fonction des investissements. On pourrait gagner et de la production. Maintenant, on pourrait gagner création d'emplois. Et puis, quand on est là, on pourrait gagner augmentation des impôts ou des revenus pour l'État. Ce qui veut dire, monsieur, anticiper que la politique fiscale pourrait permettre la création d'emplois dans le pays. Okay? Ça c'est mais il faut garder c'est étape par étape. Une fait avant, l'autre fait avant, ils sont enchaînement que monsieur a anticipé. Okay? Maintenant, ça a supposé créer un dollar fort. Mais pendant que créer un dollar fort là, on prend tout stratégiquement, on pense géopolitiquement. L'Angleterre fait quitter la zone euro. Maintenant, on a les États-Unis qui a promouvoir une politique nationaliste. Avec politique nationaliste, supposé renforcer le dollar et affaiblir l'euro et même menacer l'existence de l'euro, de la zone de l'Union européenne. Ça, c'est très important stratégiquement et de façon, si tu penses géostratégique, géopolitique. Et c'est un coup dur pour l'Europe, c'est ça que fait. Tous les leaders européens ont paniqué. Je dis là. Je dis là. Si vous prenez le discours Hollande c'est qui paniquait. Ou prenez le discours du Premier ministre français, Manuel Valls, ou bien le ministre des Finances. Mais je l'ai entendu hier sur une intervention qu'il faisait en France. Monsieur paniquait. Maintenant, il donne des leçons à la France, aux États-Unis pour leur dire et que les peuples parfois votent mal. Il faut avoir un discours pour les inspirer à mieux voter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le bail qui est important, songez pendant parler de l'affaire de taux de change, pendant Obama était arrivé président, il y avait la crise américaine, la crise financière. Côté que une injection massive de capitaux qui fait pour sauver des entreprises qui étaient menacées de banqueroute, de faillite. Pas vrai? Maintenant, il a fallu en augmentant la masse monétaire. Parce que les gens prennent la réserve fédérale américaine, ils ont imprimé, ils ont issu des crédits, ils ont acheté les dettes qui étaient en circulation pour augmenter la liquidité dans le système. Okay? Mais maintenant, ça, monsieur dit, même a fait, au lieu que d'imprimer plus cob, monsieur a créé des conditions pour rapatrier capitaux additionnels. Okay? Ouais, et là, je suis capable de faire un parallèle avec Haïti. Parce que le combat qui a fait en Haïti, que moi, je pense qui est très dangereux, tu as les bombes RRH.
Monsieur a un bon BRH que vous mettez, il y a lié bon aux fluctuations du taux de change. Ça veut dire, pendant qu'on recevoir intérieur, il n'y a pas garanti taux de changement. Au moment de rembourser la dette, s'il y a eu dévaluation, ils vont compenser pour la dévaluation. Mais je souhaite que vous rendiez compte de ça, que vous êtes sur le point d'augmenter la masse monétaire sans équivalent de production. Et ceci va causer un taux d'inflation immense en Haïti. Et ce que lui, Trump fait, il encourage le rapatriement des capitaux, mais il espère que ceci va rentrer directement dans la production, dans les investissements et dans la production pour augmenter le produit intérieur brut. Oui, mais est-ce que pas exagérer quand il annonce par exemple un taux de croissance de 4% là? D'abord, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que les États-Unis ont connu un taux de croissance de 2,9% je crois en 2015, 1,9% en 2014. Mais pourquoi c'est possible? C'est parce que c'est en vertu de la politique fiscale qu'il veut appliquer. Et puis, M. déclare qu'il veut créer 25 000 emplois sur 10 ans. Ça vaut 2 500 000 emplois. Pendant la période de Donald Trump et de Obama et de Clinton qui l'a précédé, les États-Unis ont créé beaucoup plus de 2 500 000 emplois par année. Oui, mais 2 millions d'emplois et... C'est pas beaucoup. En comparé à 25 millions qu'il a annoncé sous 10 ans. Sous 10 ans. 2 500 000 par année. Donc ça veut dire que le CACMB est régime, non? Oui. Comment? Mais lorsque tu as des investissements massifs, parce que M. a un programme qu'il a annoncé, la reconstruction de l'infrastructure aux États-Unis. Parce que M. déclare que toutes les routes, les aéroports aux États-Unis ressemblent à des routes des aéroports du tiers-monde. Mais ce sont des investissements massifs pour les reconstruire. Et avec l'injection de capitaux qui va se faire, il y aura des créations d'emplois. Maintenant, ce qui est important aussi, songez qu'en pile l'investissement, selon la pensée républicaine, ce n'est pas l'État américain qui va investir pour les faire, mais il va créer les conditions, par exemple, pour les privatiser. Et ce sont les capitaux privés qui vont être engagés dans la reconstruction des villes, la reconstruction des routes, la reconstruction des tunnels, la reconstruction des ponts. Donc, c'est son programme de reconstruction massive. Maintenant, programme de reconstruction massive, songez, ceci rentre dans le cadre de la théorie keynésienne qui a voulu que l'État s'investisse profondément pour créer des emplois. Maintenant, M. ne pourra pas le faire que c'est l'État qui investit, mais il pourra créer des conditions que c'est le secteur privé qui investisse. Ce qui sera une démarcation, ce qui fait qu'il reste, que M. était toujours la politique néolibérale là, et non l'implication de l'État dans les investissements. Donc, M. pourra dire pile bagaille pour le manipuler, un pile bagaille pour le manipuler, pour réaliser ça le dire. Mais c'est pas par exemple, la Chine a eu un taux de croissance de 10% pendant longtemps, pendant plusieurs années. L'Inde, taux de croissance 8%. Les pays asiatiques, pendant de longues périodes de temps, ils ont eu des taux de croissance au-delà de 5%. Le Nigeria, aujourd'hui, le taux de croissance au Nigeria, c'est au-delà de 10%. Mais écoutez, William Savary, Donald Trump gagne une certaine promesse que le fait, qui t'a constitué des engagements sur les moraux vis-à-vis des électeurs américains, de ces électeurs. Qui j'aime M. Poil fait pour le respecter engagement ça quand nous connaissons qu'il y a des institutions américaines qui existent, qui fonctionnent aussi. États-Unis, quand même, c'est pas Haïti. C'est pas Haïti, c'est pas un État en faillite. C'est un pays du tiers-monde, son pays qui est fort côté institution a fonctionné. Maintenant, qui gens pensent M. Poil capable de respecter l'engagement ça? Maintenant, c'est vraiment une question extraordinaire. Pour quelle raison? C'est parce que pendant que M. Songez que Donald Trump rivé, côté de Rivière, c'est un coup de cœur, c'est un coup de colère contre le système établi. C'est-à-dire contre l'oligarchie américaine. C'est ça que fait M. Rivé là. Il a tenu un discours qu'un pile monde remettendait parce qu'un pile monde a bien aimé révolter contre l'oligarchie américaine, mais il n'est pas capable. Okay? Parce qu'il y a l'emprise de la presse, il y a l'emprise du système qui fonctionne et qui contrôle. Maintenant, il n'est pas très difficile pour M. Kembe en pile la promesse de faire. Parce que songez pays arabes très puissants. Et ils ont des alliés. Ils ont des alliés en France.
Parce que songez la France, qui a une bonne partie de la population qui est une population musulmane, ou il y a des alliés en Allemagne. Côté, songez que les Allemands et le peuple du Moyen-Orient, et surtout les grands groupes potentats, ils sont pas loin l'un de l'autre. C'est toujours une famille qui dirige. Donc, on parle de gagner Donald Trump face aux institutions de l'Amérique. C'est ça qui peut déterminer qui ça monsieur capable de faire et qui ça pas capable de faire. Parce que l'institution américaine, est là pour empêcher les dérives. Par exemple, vous avez la Cour suprême, qui est là pour qu'il y ait des bagailles stables. Maintenant, vous avez même monsieur une chance inouïe, parce que et le corps législatif, et le corps, et le Parlement, et les députés et les sénateurs, il y a une majorité républicaine. Oui, mais est-ce que ça ne peut pas, monsieur, coup de franche tout pour le réaliser en pile dans la que le fait? Bon, écoute, tu sais, la politique, c'est quoi? C'est un jeu de négociation. Parce que les gens négocient ou bien pour obtenir quelque chose, et avant d'obtenir quelque chose, tu dois donner quelque chose en retour. Donc, les négociations, ils sont capables de serrer. Mais il y a des choses qu'il va pouvoir faire, il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir faire. C'est vraiment... C'est comme si n'importe quel candidat président, si elle qui vient, il fait promesse. On parlait de l'OTAN, par exemple. Monsieur a annoncé qu'il va remettre en question l'OTAN, y compris les Nations Unies. À qui ça nous doit attendre? Bon, là, c'est très dangereux de le dire, parce que les Nations Unies et l'OTAN ont été constitués pour préserver la paix dans le monde. Et ce beau monde, on les a vus, leur émergence, c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. Okay? C'est dans l'esprit de préserver la paix. Maintenant, l'on dit, M. n'a pas dit que la fermé l'OTAN, non, mais M. déclare qu'il faut que l'Europe commence à participer à la défense de l'Europe. Ouais, ça, c'est un autre discours. Quand M. dit que l'Amérique n'a pas capoté sous dol le coût du maintien de la paix à travers le monde. Il faut tout le monde participer. Ouais. Et c'est ce discours qu'il tient. Maintenant, M. dit pour les Nations Unies, les États-Unis contribuent la plus grande partie des fonds, la plus grande partie du budget des Nations Unies. Okay? Mais là, monsieur dit que la parole retirée, ça veut dire maintenant, il regarde les coûts. Maintenant, si monsieur arrive au pouvoir, il va commencer à garder les bénéfices. Là, monsieur commence à rendre compte. Il commence à réaliser qui bénéficie support les États-Unis par les Nations Unies. Qui ça bénéficie ça rapporter les États-Unis, il a changé l'idée. Parce que les États-Unis... Donc ça, c'est réaction aux novices, par exemple, en politique. Discours électoral. Moi, je reste convaincu, il y a un discours électoral et cet homme qui est le président élu deviendra un président puis un homme d'État. Et c'est là que la différence va se faire entre un président et un homme d'État, où il conçoit l'intérêt de la nation, non pas l'intérêt de ceux qui ont voté pour lui. Et je suis persuadé qu'il est capable d'atteindre ce niveau. Quelques précisions que quelques auditeurs demandé pour faire. Dans l'esprit, quelques auditeurs nous ont fait, alors on va dire où, nous avons fait en confusion entre terroristes et rebelles. Allusion peut-être que l'auditeur en fait à la première explication tabac sous façon de percevoir des combattants pour la liberté que l'on qualifie de terroristes parfois. Maintenant, il faut être très clair, parce que ça dépend qui domine la presse. La définition. Parce que si vous regardez les bagages, on m'a pris Haïti comme exemple. Par exemple, les Marrons arrivent en Haïti. Les Africains arrivent en Haïti, monsieur a commencé marronnage, ils ont c'est marron. Les ont commencé à lutter pour l'indépendance, ils sont des rebelles. Après avoir gagné la guerre de l'indépendance, ils sont devenus des vagabonds. Okay? Donc ce qui veut dire, maintenant, qui définit ça? Leclerc arrive en Haïti, il veut rétablir l'esclavage. Mais les Marrons, pour lui, c'était des rebelles. Et lorsque Haïti a gagné la guerre, pour Napoléon, nous étions des vagabonds. Ça dépend qui est-ce qui dominait la presse. C'est vraiment une question. La définition, par exemple, Hillary Clinton avec Donald Trump, pendant toute la période de la campagne, il y a un bagage qui est important en politique, c'est qu'il faut définir l'opposition. Pas quitter que c'est l'opposition qui définit, il faut dire qui s'allie. Mais où dit qui s'allie, c'est parce que c'est dans l'esprit de démoniser l'opposition pour que ou faire monde pas voter pour lui. C'est vraiment la propagande. OK. L'autre auditeur dit que est-ce que je dis pas pour nous aller plus loin dans la compréhension de terrorisme, pour nous même condamner sous toute forme
condamner terrorisme, auteur et cause. C'est de la violence et c'est à ce titre qu'on condamne le système esclavagiste et les autres d'oppression de tous les peuples de la terre. Bon, écoute, le terrorisme est perpétué par qui? Ça dépend de qui subit le terrorisme. Le terrorisme. Si par exemple, on équipe, si par exemple, Kounia là, ok? Bon, ministère en Haïti. Si par exemple, Kounia a un mouvement révolutionnaire commence à faire Kounia contre le ministère, comment d'après vous le définir, les gens qui ne veulent camper contre le ministère? Ce sont des terroristes. Maintenant, les gars qui eux-mêmes font le soulèvement, ils vont te dire qu'ils sont des soldats de la liberté. Parce que là, par exemple, ils ont été arrêtés, monsieur de l'armée haïtienne, qui était levé camper le ministère débarqué. Ils prennent monsieur, ils marient autant que chien, ils mettent dans le camion, ils menottent, et puis ils traitent très mal. Là, ils ont été définis, ils ont été terroristes, ils ont été définis. C'est vraiment ça. Il ne faut pas rentrer dans ce discours, il ne faut pas rentrer dans cette dynamique. Parce que ça dépend qui contrôle la presse, ça dépend qui contrôle, qui fait les actes. Bon, et il y a des actions qui sont faites, même si c'est des réactions que vous voyez. Bon, là, je ne peux pas justifier, ni c'est pas encourager du tout. Du tout. Sauf que on veut rester serein. C'est ça. Mais explication, bah, là, il y a l'autre monde qui est capable de gagner des accords avec les. Par exemple, l'attaque sur le World Trade Center, c'était une attaque terroriste. Une attaque terroriste, côté que c'est des milliers d'innocents qui étaient victimes. Oui, 3500. 3500. Et beaucoup de capitaux. Oui. Donc, ils n'ont pas quoi, ils ont comme ça, ou capable de comparer, par exemple, avec des rebelles. Avec des rebelles. Non, absolument pas. Maintenant, qui dernier mot que nous sommes capables de joindre, là où on finit sur les explications sur Biden, sur le personnage de Donald Trump, et qui gens prévoit relations internationales liées entre les États-Unis et d'autres pays. Bon, maintenant, là encore, il faut relativiser. Parce qu'il faut nous rendre compte que nous sommes en train, nous vivons dans un monde qui est dominé par la politique néolibérale. Et Donald Trump, tout comme François Hollande, tout comme la première ministre de l'Angleterre, tout comme Angela Merkel, ils font partie de cette oligarchie mondiale qui vise à stabiliser le monde et à maintenir la paix. Il faut vraiment, ça c'est le premier bail. Et tout, Biblio, c'est vraiment un Bible, c'est le gars qui, comment il s'appelle, qui a écrit From Freedom, Hayek, Frédéric Hayek, qui est le champion de moderne, si tu veux, enfin pas de moderne, mais des années 40 que Reagan a adopté, que Margaret Thatcher a adopté, qui fait la promotion du marché libre. Okay? Et l'économie néolibérale se base sur cette théorie. Et tous ces gars, ce sont tous les membres de ce clan qui adoptent cette théorie néolibérale et la force du marché. Ne pas parler d'un gros conflit entre les nègres. Ça, on parle de chita autour d'une table, ils vont négocier. Et Donald Trump, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il veut renégocier les accords commerciaux. D'abord, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Trump dénonçait le financement des djihadistes en Syrie par le département d'État et la CIA. Est-ce que M. Abgen même sort avec Kennedy? Question auditeur. Bon, écoute. Trump, nous me fais dire oui. Trump était un candidat, il avait un discours électoral, pas vrai? Il est le président élu. Maintenant, il y aura une transition entre cet homme et un homme d'État. Il faut rester serein et observer ce que le gars fait. On veut pas, nous ne pouvons pas le faire 4 pour nous dire que ça, monsieur, va le faire dans 2-3 ans. Nous ne pouvons pas l'autre côté. Et quelle que soit la décision qu'il prend, la pas affecté nous d'une façon ou d'une autre. Il faut rester serein et relativiser parce qu'il faut éviter l'absolutisme. Il faut l'éviter. Parce que c'est là qu'on induit tête ou en erreur. Parce qu'on prend position d'extrême. C'est comme si on est d'extrême droite ou d'extrême gauche. Alors que nous sommes des hommes normaux ou supposés qu'ils ont une vision balancée des choses et faire le pour et le contre. Parce que c'est comme ça le monde fonctionne. C'est la moyenne sauf faire une belle curve. Okay? La majorité des gens se trouvent au milieu. Mais sur des présidents haïtiens, par exemple, est-ce qu'on t'a salué, est-ce qu'on t'a content que tu es président? Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que là, on a quelqu'un qui n'est pas un hypocrite. Et c'est vraiment
Je pense qu'il y a longtemps depuis qu'on a un président américain qui n'est pas un hypocrite. Monsieur Dou, exactement, ça ne peut pas le faire. Même s'il ne va pas faire. Même s'il ne va pas faire. Mais ça le fait. Mais ça le fait. Yeah. Maintenant, tu prends un gars comme Bill Clinton. Bill Clinton, c'est un gars qui vient en Haïti, qui fait semblant d'aider la République d'Haïti. Mais lorsqu'il va aux États-Unis, là, monsieur a parlé de Haïti aux États-Unis à son électorat. Puis dit, moun sa l'autre boy, pas de grand rien. C'est moi qui porte toute bagaille pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il vient, il négocie des contrats pour obtenir le foncier en Haïti, pour avoir pour que sa famille puisse avoir des exploitations, des contrats préférentiels pour l'exploitation minière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends un gars comme Obama. Obama devient président de la République. C'est le premier noir président des États-Unis. Il n'a même pas fait un effort pour visiter le sol qui a donné la liberté à l'Amérique, qui a préservé, qui s'est tenu debout contre l'esclavage, et qui a permis l'ascension d'Obama comme président. Il n'a même pas salué il n'a même pas osé visiter. Mais pourtant, la Jamaïque l'a visité Kai Bob Marley. Mais pourquoi il a été à la Jamaïque? Il y a deux choses. Premièrement, il a besoin de négocier des contrats pour la vente de gaz naturel dans la région. Ensuite, gagner des plantations d'un secteur médical aux États-Unis qui veut faire la promotion de marijuana pour médecine comme herbe médicinale. Oui. Mais est-ce qu'il a été visiter la maison de Bob Marley? Mais M. Pavin, là, sous Ménègue Mahon, il n'a pas visité Citadelle, il n'a pas visité Pont-Rouge. Est-ce qu'on croit que les États-Unis étaient affaiblis? Quand ça? Ces dernières années? Non, absolument pas. Les États-Unis sont une grande puissance. On va bêtiser, non? On va d'accord avec parce que Trump t'a dit que l'Amérique affaiblit et que le va le renforcer. Discours électoral. Discours électoral. Il faut vraiment relativiser les choses. Lorsque les gars veulent gagner, lorsqu'on veut gagner les élections, on a un discours. Oui, mais on dit pas n'importe quoi non plus. Mais non, mais on a un discours. À l'intérieur de ce discours, il y a des brins de vérité. Monsieur qui doit, par exemple, monsieur prend 50 bagages, il mettait dans le discours qui constituait la plateforme de sa campagne. Maintenant, 50 bagages, il n'a pas qu'à faire tout, il a fait 3-4. Mais une des bagages que pour nous inquiéter, avec l'arrivée de Trump, c'est qu'aux États-Unis, la division sociale sur des bases ethniques, ça s'accélère. Ça, c'est un bagage que c'est ça pour nous veiller. Parce que si ça pas un point d'arrêt, un point là-dedans, des cas dégénérés à n'importe quoi. Parce que même ça, c'est eux qui ont commencé en Allemagne avec l'arrivée d'Hitler. Okay? D'abord, il y a eu la xénophobie anti-juif, et puis il a accéléré, il est arrivé, il vient de l'Holocauste, il vient de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'il faut être vraiment vigilant, parce que les États-Unis, c'est une puissance nucléaire. Ils ont gagné l'armée qui est très forte, ils ont gagné pile d'armes, et ils sont puissants. Ils sont puissants, et Trump gagne tout de Parlement avec. Tout de Parlement avec. C'est ce qui doit inquiéter. Tout de chambre avec. C'est ce qui doit inquiéter. Ah ben, on finit. Et je pense que nous passons un bon petit moment et que nous sommes utiles public métropole dans tout matin. Je vous souhaite un bon week-end. Eh bien, c'est bon. Moi qui dis, je vous souhaite un bon week-end, Donald Trump. Un bon week-end, William Savary. En tout cas, Wendell, ça a été un plaisir. Moi, je souhaitais que nous portions plus utile à l'audience de métropole. Mais encore, surtout, il faut rester serein et ne pas aller à l'extrême. Il faut vraiment avoir la tête bien placée sur les épaules. Avoir les pieds sur terre aussi, ne pas rester dans les nuages. C'est ça. Merci encore une fois, William Savary. C'est un plaisir pour me dégager au matin. Oui. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary était notre invité. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.